Bibliothèque Médicis sort de Paris. Bibliothèque Médicis est à Alger pour 2 rendez-vous exceptionnels. Nous nous sommes installés sur la pergola du Musée national des beaux-arts d'Alger, un lieu privilégié et protégé. Et c'est vous, Dalila Orfali, qui régnez sur ces lieux magnifiques, le Musée des beaux-arts, qui surplombe la Méditerranée, bien sûr, que Philippe Lallemand nous montre, les jardins, la ville et la baie le quartier du Hamma. Le quartier du Hamma, qui est apparemment un quartier historique, Tout et à la fait. baie d'Alger, qui a elle aussi son histoire. Absolument, oui, comme la plupart des grandes villes côtières d'Algérie. Mais c'est vrai que ce quartier situé dans la banlieue est d'Alger est tout à fait hautement historique. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, on a différents événements, mais c'est vrai que cette baie nous rappelle l'arrivée de l'armada de Charles Quint en 1543. Notamment lors du siège qu'il a voulu faire à Alger et donc des épisodes historiques. Le jardin d'essai nous rappelle aussi bien sûr sa création en 1832 et nous rappelle Auguste Renoir qui est venu s'y promener comme André Gide et bien d'autres écrivains. Renoir est venu plusieurs fois ici. Oui, Renoir a séjourné à 2 reprises à Alger. Et donc il a beaucoup peint ce quartier. Il a beaucoup peint ce quartier. En fait, il a peint le ravin de la femme sauvage, donc qui se trouve en amont, et le jardin d'essai du Hamma. Il y a plusieurs toiles de Renoir. Absolument, sur l'Algérie. Certaines sont ici. Alors, nous n'en avons qu'une seule, malheureusement, au Musée national des beaux-arts, mais d'autres sont dans d'autres musées, d'autres collections. Il y a environ on peut dire une trentaine de toiles algériennes. Et à notre gauche, alors la bibliothèque du Hamma, la nouvelle bibliothèque d'Algérie, et puis dans le lointain, bien d'autres espaces. Et alors la Méditerranée, elle a un rôle central ici. Bien sûr, pour la ville d'Alger, pour les peintres aussi. Il faut savoir que la Méditerranée, c'est ce qui donne aussi la lumière à cette ville. On oublie souvent de dire que, par exemple, un peintre comme Claude Monet, qui a fait son service militaire en Algérie, ce qui n'est pas souvent mentionné dans sa biographie, a certainement dû être quelque part influencé par cette lumière. Alors il y a 2 rives de la Méditerranée, elles sont séparées par l'histoire. Et le musée que nous allons visiter ensemble a traversé les époques. C'était un musée qui était indépendant. Oui, toujours. Tout à fait. C'est un musée, c'est le musée, le premier grand musée des beaux-arts du Maghreb déjà. Il a été, si vous voulez, créé par étapes, en quelque sorte. Comme vous le savez, la plupart des grands musées qui ont été créés au Maghreb au XIXe siècle ont surtout concerné l'archéologie. En revanche, ce musée a commencé à être imaginé vers la fin du XIXe siècle, alors que les collections de l'ancien musée municipal étaient conservées dans de très mauvaises conditions. On a commencé avec la naissance aussi des écoles, des ateliers d'art, des sociétés d'art, etc., qui commençaient à se créer. On a commencé à imaginer donc la création d'un musée. On voit bien qu'il raconte l'histoire de l'Algérie. Alors, il s'inscrit dans un siècle d'histoire algérienne, on va dire. Et en même temps, il raconte l'art universel. Et c'est cela sa spécificité. Et on trouve d'ailleurs des peintres français, des peintres de différents endroits. Mais j'ai vu que vous aviez quelques Delacroix, des Courbet. Oui, toute une salle consacrée à Gustave Courbet, qui a été un grand peintre du 19e. Bien sûr, ce musée raconte l'histoire de l'art universel. Cela a été la volonté de son premier conservateur, qui était le doyen de la faculté des lettres d'Alger, un historien de l'art spécialisé dans l'art italien. Et donc, si vous voulez, on a dans ce musée un véritable musée d'art, de typologie art. Avec une section d'art algérien qui est la plus importante. D'abord, il y a eu les orientalistes. Les orientalistes, l'école de Barbizon, la fin du Moyen-Âge aussi, quelques beaux peintres hollandais. Et tous ces peintres ont été achetés autrefois. Alors, tous ces peintres ont été achetés autrefois, parfois même, il faut le dire, assez récemment, parce que l'Algérie, il faut le rappeler, en 95 a acquis quelques très belles toiles orientalistes lors d'une vente aux enchères à Drouot. Il faut dire aussi que même récemment, des œuvres du 19e siècle sont entrées dans la collection du musée. C'est-à-dire à la fois le 19e siècle, le passé, mais vous avez des peintres algériens contemporains. C'est notre principal... Est-ce que, par exemple, que l'État vous aide à acquérir des œuvres d'aujourd'hui où on vous laisse vivre avec des visiteurs qui sont, hélas, trop rares qui auraient intérêt à venir. Quelques-uns viennent de France, quelques viennent d'ailleurs. On peut les inviter à venir un peu plus souvent. Alors en fait, nous avons bien sûr une subvention étatique qui nous permet d'acquérir nos œuvres. Parce qu'il était, comment dire, indispensable en 1963 si vous voulez, de rétablir au sein de cette très belle institution un équilibre artistique. C'est-à-dire que
aux côtés de la collection universelle, qui était magnifique, commencer à constituer un corpus qui soit plus algérien. Mais vous l'avez, et donc et nous l'avons des constitué collections dès algériennes. 1963. Il y a à la fois des miniatures, alors, et il y a bien en sûr, même temps toute l'histoire, comment de dire, l'art algérien. Hein. De l'art algérien, Pour mais le en même temps 20e siècle. de la marine, de la alors régence. ça m'a frappé. Mais pas là, ça toute m'a frappé. l'histoire. C'est du 16e, 17e siècle. Oui, alors ça, c'est la régence d'Alger que Mohamed Rassim met en scène dans ses miniatures magnifiques. C'est un moment de l'épopée d'Alger, de l'histoire de la ville d'Alger. Mohamed Rassim était natif d'Alger, il est né dans la Casbah. Donc, comme thématique essentielle dans son œuvre, que l'on a pu voir dans la salle qui lui est consacrée, c'est donc l'histoire de la régence et de sa marine. Vous voyez bien qu'elle faisait la marine à l'époque? La marine qui était, on va dire, qui avait une certaine hégémonie dans la Méditerranée et qui se battait aussi contre l'hégémonie notamment espagnole, hollandaise. Qu'est-ce qu'on appelait la course? La course, c'est cela. La course, c'est cela. C'était, vous savez, il faut comment dire, repositionner la course durant les siècles de la Régence dans un contexte historique plus global, c'est-à-dire plus occidental aussi. L'Espagne, comme vous le savez, avait cherché à s'installer dans beaucoup de pays, notamment Charles Quint, on le sait. Et donc, si vous voulez, la marine algérienne a joué un rôle fondamental, pas simplement d'ailleurs pour l'Algérie, mais aussi pour la Tunisie. Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et là, donc la marine avait un corps de capitaine, on peut dire qu'on appelait les raïs, et que Mohamed Rassim a mis en scène dans de nombreuses Alors quand on se promène à travers votre musée et toutes les galeries d'Alila Orfali, on découvre toute l'histoire mêlée de l'art universel et des œuvres d'ici. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que Jean-Paul Belmondo s'est très surpris de la présence massive de son père. Peut-être pas, parce Paul, il le sait, mais enfin oui. aussi massif de son père, des œuvres de son père qui était sculpteur et qui était originaire d'Alger. Qui était natif d'Alger, Qui absolument, est un fils et qui a d'ailleurs été un fils d'Alger, qui a été prix de Rome, tandis qu'il était encore élève de l'école des Beaux-Arts d'Alger, jusqu'en 1937, je crois, date à laquelle, il me semble, il obtient une bourse donc pour Paris. C'est donc un boursier de l'Algérie qui part à Paris compléter ses études d'architecture. Qu'est-ce qu'on doit dire? Longue vie à votre musée? Ah oui, bien sûr, oui. Parce que grâce à vous, c'est un musée universel maintenant. Grâce à vous, ce musée des Beaux-Arts est accueillant, et je l'ai dit vivant. La Bibliothèque Médicis a choisi d'installer les caméras de Philippe Lallemand maintenant dans la bibliothèque de votre musée. Eh bien, nous voici dans cette bibliothèque, presque pas dépaysée par rapport à Paris et au Sénat. Les lieux de mémoire, d'histoire et de culture se ressemblent de toute façon. Les Algériens, ils sont aussi susceptibles et protestataires que les Français. Partagés entre la résignation et l'espoir, il faut dire qu'ils reviennent de si loin. Et c'est pourquoi ils sont fiers de leur histoire, ce qu'on peut comprendre, même si elle les a meurtris. Elle leur laisse des traces et puis elle stimule les ambitions. Ahmed Bejaoui, le pourtour de la Méditerranée peut être un espace de culture et de stratégie pour le futur. Écoutez, ça a toujours été une stratégie pour le passé aussi, parce que c'est une mer qui est nourricière, qui a vu naître toutes les civilisations. Si on veut parler de civilisation au pluriel, moi j'en connais qu'une, c'est la méditerranéenne. La preuve, c'est que les Américains consomment notre huile d'olive. Alors je pense qu'il y a une civilisation universelle et des cultures. Mais les Européens ne connaissent pas le Sud, et chez les Algériens se sont développés, c'est vrai, des préjugés défavorables vis-à-vis de l'Europe. C'est l'ignorance et l'incompréhension, on a envie de dire, réciproque. C'est exact. On s'aperçoit à travers des conflits comme ceux de la guerre du Golfe, etc., qu'il y a eu des messages qui n'étaient pas adressés au Sud et qui étaient pris avec de l'attraction-répulsion. Et ce sont des rapports très difficiles. Mais en même temps, les gens du Sud ont l'impression, savent qu'ils connaissent énormément sur le Nord, mais ils connaissent très peu du Sud. Mais tout est question de point de vue, où on se place. Absolument. Comment on regarde la Méditerranée, elle est perçue différemment selon qu'on est dans le Nord ou dans le Sud. Même dans les définitions, vous voyez, quand on vous dit Mare Nostrum, les gens pensent Mare Nostrum, pas Vostrum. Donc il y a des ambiguïtés sur les définitions, sur les placements. Ce sont des bandes de terre très, très limitées dans lesquelles il fait bon vivre et il y a énormément de population. On appelle ça un lac de paix et il y a eu 17 invasions, 17 conquêtes.
Et en réalité, les gens se poussent pour cohabiter et ça fait des conflits, mais à la fin, on s'entend. Ahmed Bedjaoui, dans le meilleur des cas, Ahmed Bedjaoui, vous avez eu différentes responsabilités, y compris politiques. Vous êtes impliqué dans le dialogue entre l'Europe et la Méditerranée, et vous avez eu des responsabilités en matière d'audiovisuel auprès de l'Union européenne. Et vous vous intéressez beaucoup au cinéma. On m'a raconté que vous faisiez des émissions à la télé algérienne sur le cinéma. Pendant 20 et que vous ans, êtes, oui. pendant 20 ans, il paraît que vous êtes un peu le Frédéric Mitterrand du cinéma, ou que Frédéric Mitterrand est l'Ahmed Bedjaoui à Paris, c'est ça? Je ne commenterai pas cela. Pourquoi? Vous n'avez pas peur? Parce que vous pouvez dire ce que vous pensez? je suis arrivé en 69 à faire des émissions sur le cinéma, purement cinématographique. J'ai commencé avec un film comme M. le Maudit, quand même, en sous-titres français et en allemand. Et donc, c'était avant, cette formule a été utilisée chez nous avant que le ciné-club n'intervienne en Europe. Et on peut dire que vous êtes aussi bavard ou éloquent que lui. Là, oui. Oui. Mais j'ai beaucoup de respect pour Frédéric. Frédéric Bachaï, vous êtes une sorte d'itinérante, parce que j'ai un peu lu votre cheminement, votre itinéraire. Vous avez 2 ans quand votre famille quitte l'Algérie pour le Maroc, puis la France. Vous allez à Saint-Étienne. Oui. Vous y restez? Une petite dizaine d'années. Oui. Donc il y a des souvenirs très vifs encore Absolument. de Saint-Étienne. Oui. Une longue rue très sombre, des bâtiments gris, il faisait très froid, mais la campagne était magnifique. Mais c'est une période que vous avez aimée. Vous êtes resté donc une Oui. dizaine, 13 ans là-bas. Oui. C'est une période, bien sûr. C'est Mais toute mon enfance. Oui. Mais vous la portez encore en vous, cette ville? Absolument. Je ne peux Aussi pas cette l'oublier. région. On ne peut pas l'oublier. Ouais. C'est impossible. Oui. Et alors après l'indépendance, vous revenez en Algérie, Oui. vous allez enseigner le français, pratiquer le droit, Oui. vous serez magistrate, Exactement. avocate, Oui. vous ne tenez pas en place. Non. Mais pourquoi il faut goûter, picorer dans tous les métiers? Quand un sujet il n'y a plus rien d'intéressant à découvrir, et bien je préfère passer à autre chose. On peut dire qu'à un moment donné, on voit les limites d'une profession. Absolument. Enfin, il me semble, pour ma Oui, part, vous, c'est ce que c'est j'ai une question de ressenti. tempérament, peut-être. C'est peut-être, oui, je suis curieuse, j'aime bien voir ailleurs. D'accord, Qu'est-ce qu'il y et a. donc vous avez besoin d'expressions et d'expériences différentes, Exactement. mais vous avez sans doute vos vraies raisons. Une quête, je suppose. Une quête, oui, c'est ça. Une quête infinie. Absolument. Il y a quelqu'un ici qui vous écoute, vous allez l'entendre tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt, dès qu'on parle de quête, de recherche d'absolu qu'on n'atteint peut-être jamais. Tariq Benchemam, vous êtes médecin. Hier soir, je vous ai rencontré pour la première fois à l'Institut français d'Alger, qui fait un magnifique travail dans différentes villes d'Algérie. Je le dirai tout à l'heure, à Tizi Ouzou, Tlemcen, Constantine, Oran. Et avec d'autres étudiants de tous les âges, vous étiez en train de suivre un cycle de français. Tout à fait. Pourquoi? Alors que vous parlez très bien français, que vous avez pratiquement fait vos études en français. Tout à fait. J'ai fait mes études universitaires en français. Il faut savoir qu'il y a eu le fondamental dans le système éducatif, donc l'arabisation de nos études. Arrivé à l'université, c'est des études en français de médecine. Donc j'ai adhéré au centre culturel français afin de parfaire un peu mon français et à m'améliorer. C'est vrai que cet institut m'ouvre des portails pour connaître mieux la culture française, s'ouvrir. Je pense qu'on ne peut pas occulter l'histoire et on se doit de connaître la culture française parce qu'elle fait partie de notre culture. On ne peut pas occulter les années précédentes. Mais ça va au-delà du perfectionnement. Ça va au-delà du perfectionnement. Ma quête, elle est loin de s'arrêter uniquement au perfectionnement du français, de la langue elle-même, mais surtout connaître ses chercheurs, connaître ses auteurs, connaître ses romans, connaître comment la civilisation française a pu franchir le cap de la liberté, le cap de la civilisation et de la paix intellectuelle. Donc il y a des cycles à l'Institut français d'Alger ou d'Algérie, des cycles de français de langue française. De langue française, tout et à avec fait. Des profs d'ici ou qui viennent de France, on vous apprend les auteurs. Alors on nous apprend surtout, enfin oui c'est vrai, on nous apprend les auteurs, on nous apprend à analyser un texte. Analyser un texte, avoir une culture scientifique, on va dire analytique, comment pouvoir analyser un texte et lire entre les lignes d'un texte. Et vous lisez les auteurs algériens de langue française, comme Fatima Bachaï. Tout à fait, Tahar Djaoud, on lit Molière, on lit, enfin, ouais.
On est ouvert à toutes. Après votre témoignage, vous succédera ici Armid Green, qui est écrivain et qui publie Camus dans le Narguilé. Il fait partie, et ça a été ma surprise, et une surprise heureuse, il fait partie des auteurs étrangers actuellement les plus vendus à la FNAC à Paris. Probablement parce qu'il y a une vogue formidable et justifiée en faveur d'Albert Camus. Il y a le livre de Michel Onfray qui fait aussi fureur, qui a beaucoup de succès. Et vous, Pierre Guillaume Michel, vous êtes quoi, une sorte de mystère dans l'Algérie actuelle. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis prêtre, directeur du Centre d'études diocésain. Le Centre des Glycines. Le Centre des Glycines, qui est un lieu construit autour d'une bibliothèque patrimoniale sur l'Algérie, qui rassemble des fonds de communautés religieuses qui ont été constituées pendant toute la période coloniale, Pères blancs, jésuites, dominicains, et c'est un lieu qui enseigne l'arabe dialectal depuis pas loin de 40 ans maintenant. Vous enseignez l'arabe dialectal aux Algériens? On enseigne l'arabe dialectal déjà à des gens comme moi, et puis à des gens qui viennent en Algérie pour travailler, par exemple, aussi à des Algériens qui sont nés ou qui ont grandi à l'étranger et qui ont moins de contact avec leur langue maternelle et qui veulent retrouver ce contact. C'est une très belle expérience pour eux. Ce qui est arrivé à Ahmed Bedjaoui, c'est vrai que vous avez appris pas tout à fait. Moi, je suis allé en 1975, lorsque mon émission a été, du jour au lendemain, il a été décidé de l'arabiser. J'ai fait quelques tentatives, j'étais très pressé parce que sinon, 6 mois après, on me virait. Et donc, j'ai demandé au père Tessier, Monseigneur Tessier plus tard, que je connaissais, de me donner des cours de conversation. Et ça a été miraculeux, ça a été très vite. Il y avait une bonne base aussi. Oui. J'avais une base, certainement, mais j'avais besoin de parler à la télévision dans une langue et quand donc même c'est avec les équipes du Centre diocésain que vous avez appris. Oui, absolument. Et à l'époque, Monseigneur Tessier. Avec Monseigneur Tessier, qui a été mon premier professeur. Vous parlez arabe tous les deux? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en arabe? Vous pouvez pas traduire. Qu'est-ce qu'il vient de dire? En arabe classique ou en arabe dialectal? Oui, l'arabe dialectal aujourd'hui est en train de se rapprocher de l'arabe classique. Et vous avez été formé, vous, magnifique. par les jésuites. Moi, j'ai été dans mon collège, lycée, et j'ai même fait un noviciat chez les jésuites. Je ne suis pas rentré chez les jésuites. Je fais partie d'une fraternité qui s'appelle la Mission de France, qui est connue en Algérie parce que pendant la guerre de libération, un certain nombre de prêtres de la Mission de France se sont engagés en Algérie et Ils ont eu en des France histoires et des ennuis souvent. auprès de l'Algérie pour lutter pour l'indépendance. Alors l'Algérie est traversée par différents courants spirituels et religieux. Elle reste assez tolérante probablement pour que vous y trouviez votre place et votre rôle. Oui. Là. Pour moi, si l'Église est restée après l'indépendance, c'est parce que justement, des hommes et des femmes se sont engagés et ont tout donné à ce pays. Et oui, dans cette manière d'aborder la culture algérienne, la langue, son patrimoine, son histoire, on a un désir d'aimer ce pays. Voilà. Voilà. Et vous avez le sentiment d'œuvrer pour, ça va être classique, le rapprochement, le dialogue entre les cultures, etc. Mais d'une manière concrète. D'une manière concrète, c'est-à-dire, moi je pense, de mon point de vue, étant directeur de centre, par la connaissance de la culture algérienne et en honorant son patrimoine. Voilà. La présence du père Guillaume Michel ne vous surprend pas, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, vous le racontez du peuple algérien. Oui, dans l'histoire, ça a toujours, même sur il y a toujours eu une l'île, présence chrétienne depuis le... Et il y avait des gens qui se sont côtoyés selon les religions, les musulmans, les juifs, les chrétiens. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est ça qui Arabe, m'intéresse. méditerranéen, Méditerranéen, de tous horizons. Africain. Il ne faut pas les oublier. Notre modèle, qui est l'émir Abdelkader, Oui. qui était quand même le sauveteur des chrétiens Tout à fait. de Syrie, de la Tout à grande fait. Syrie. Et puis les chrétiens arabes ont été Il mérite sa grande statue monophysites. dans le centre d'Alger. Oui, Et si tout j'ai à bien fait. compris, les Algériens voudraient bien récupérer la statue équestre ou une statue équestre Est-ce qu'il se d'Abdelkader trouve, qui est... au château dans un des châteaux de la Loire où il résidait. Oui. Ah oui. Et par la même occasion, on voudrait aussi récupérer, si c'est possible, le fameux canon. Le canon. Oui, Mais le vous qui fameux êtes pas canon. ici, vous voulez un canon? Oui, le fameux canon. Oui. Qui a un nom, d'ailleurs, ce canon, il a- Monsieur comment l'ambassadeur il de France, qui Baba doit écouter Marzouk. Baba l'émission Marzouk. Xavier Dirain en cours, transmettra et peut-être qu'il s'occupe, peut-être un Oui, jour ou enfin, l'autre, comme vous aurez, ça, je ne sais pas le canon, mais la statue d'Abdelkader. Vous parlez de communauté, et je voudrais juste rendre hommage, je ne sais pas s'il nous entend, à Sidney Chouraki,
qui est au Glycine, on accueille des chercheurs du monde entier qui viennent pour le temps de leur recherche. Sidney Chouraqui est né en Algérie et il est venu l'année dernière à l'âge de 82 ans. Il n'était jamais revenu depuis son départ dans les années... je pense qu'il a quitté l'Algérie en 1948. Et il a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Les raisins d'Alger mûrissent à Jérusalem ». Voilà. Et c'est aussi, ça dit beaucoup des communautés, du lien entre ces communautés. Alors, Fatima Bahaï, vous avez publié une trilogie, vous avez publié 7 livres. Oui. Vous qui avez été enseignante, avocate, magistrate, etc., 7 livres. Et il y a une trilogie, Izouran, 1, 2, 3, édition Alpha, qui retrace l'histoire du peuple algérien depuis ses origines. Parce que le mot Izouran veut dire racine. Qui est racine. Et alors, comment est ce peuple? Et pas de manière dans l'idéal, et puis non, on ne fait pas de baratin ici, on essaie de dire les vérités. Non, on ne fait pas de baratin. D'ailleurs, de toute façon, si vous le lisez, vous verrez bien qu'il n'y a pas de baratin. Mais vous savez, l'Algérie a été privée de son histoire pendant si longtemps qu'il y avait ensuite, après l'indépendance, en tout cas moi je l'ai ressenti comme une frustration. Donc, connaître son histoire, moi j'appartiens à une génération qui a appris l'histoire de France. C'est très joli. Mais je voulais aussi connaître l'histoire ben oui, ma propre histoire. Donc j'ai fait des recherches, je ne suis pas historienne du tout et je ne prétends pas avoir les compétences d'une historienne. Il fallait picorer dans l'histoire. Il fallait, oui, à grands traits. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'était le quotidien des gens, c'est-à-dire mes ancêtres. Oui, oui. Vous vivez à Oran, qui est ma ville natale, et j'ai appris qu'Ahmed Bedjaoui, je n'ai pas fait exprès, c'est aussi d'Oran. On va vous accuser de régionalisme. Non, pas du tout, pas du tout. Universalisme, en sachant bien ce que sont les différences entre l'unité et la diversité. Vous écrivez en effet sur la vie quotidienne des petites gens d'Oran, d'hier et d'aujourd'hui, la condition des femmes, le racisme de certains colons, mais vous évitez le schématique, le tout noir ou tout blanc. Est-ce que dans la vie tout est noir et tout est blanc? Non. Mais il y en a tellement qui le croient. Mais non. Non. Ils font semblant. Je vois la quatrième de couverture de votre livre. On a trop tendance à s'imaginer qu'avant 62, l'Algérie était d'une part les riches colons, d'autre part les Algériens, et le second à la merci des premiers. C'était aussi, dans l'Algérie des villes, une société où les Algériens et les Européens de petites conditions vivaient ensemble, sinon en harmonie, du moins en bonne entente. Et vous avez connu cette époque? Moi, je ne l'ai pas connue personnellement, on mais on me l'a dit. J'ai écouté les vieilles personnes d'Oran et je n'ai jamais trouvé le moindre trace de rancune ou d'animosité. Au contraire, en fait, on savait très bien, ces gens-là avaient beaucoup souffert. Il faut pas non plus croire que tout était rose. Non, c'est des gens qui avaient beaucoup souffert, mais ils mettaient ça de côté et ils ne parlaient toujours. J'ai interrogé des dizaines de vieilles personnes qui ont vécu tout le siècle à Oran avant l'indépendance. Ils ont de la chance d'avoir vécu un siècle. Enfin, pendant ce siècle-là. Et donc, c'était des gens qui n'avaient pas de rancœur. Ils savaient qu'ils avaient souffert, ils en avaient encore les souvenirs. Mais ils savaient aussi... Et vous écrivez Oran face à la mémoire. Oui. Et Raconte-moi Oran. Oui, ça, ce sont de petits essais. Raconte-moi Oran. Alors, Raconte-moi Oran, c'est un livre qui avait été fait à l'occasion du 11e centenaire de la ville. Vous voyez que c'est quand même une ville ancienne. Et donc, c'est un livre qui raconte un peu l'histoire, mais de manière... En fait, c'est Oran qui se raconte elle-même. Oran n'a pas de préjugés. Oran est une ville, donc c'est elle qui raconte... Elle est ouverte sur la mer. Elle est ouverte sur la mer. Et tous ceux qui sont passés... Camille, elle donne le dos à la mer. En réalité, elle est face. Il a dit ça. Il a dit qu'elle donnait le dos à la mer et il a dit que c'était une ville de grand vent. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Non, vous qui y vivez encore aujourd'hui, comment elle évolue aujourd'hui? Mais il en avait très bien, il faut être juste, il avait très bien parlé d'Oran, son Algérie natale, qui a marqué des générations et des générations. En fait, c'est vrai, quand il raconte la promenade de la rue d'Arzeux, cette fameuse rue d'Arzeux. Donc il a arpenté si souvent, autrefois quand on était gamin. Quand il a parlé d'Oran, il traversait, je pense, une période difficile de son existence. Et évidemment, on reporte toujours ça sur le contexte, tout simplement. C'est l'histoire qui était douloureuse à l'époque. C'est l'histoire qui était douloureuse. Et vous insistez, vous, en général, toujours beaucoup sur le rôle de l'école? Ah, toujours. Ah, toujours. Parce que je crois que la pire des choses, c'est l'ignorance. J'insiste toujours sur le rôle de l'école, sur la culture, et pour arriver à une ouverture d'esprit. Pour les garçons et les filles. Pour les garçons et pour les filles, bien sûr, évidemment. Et un jour, vous avez donc décidé d'écrire, comme ça? Oui. Oui. J'ai décidé de rapporter parce que j'entendais tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de choses intéressantes. Et c'était une période qui était à jamais révolue. Donc j'ai voulu mettre sur papier, si vous voulez, ces souvenirs. Est-ce qu'un écrivain a une vision plus juste qu'un juriste?
plus sensible. Ah oui, c'est ça. Le Plus juriste juste serait pragmatique. de la société algérienne que le juriste. J'ai envie de dire, est-ce que les mots et les phrases de l'écrivain valent autant ou plus que les plaidoiries de l'avocat ou les jugements du magistrat? Ils sont supérieurs. L'écrivain. Oui. C'est plus important. Vous vous rendez compte la place qu'elle donne à l'écriture? Avec raison, sans doute. Hein? C'est plus important parce que ça marque les esprits et puis ça, vous savez, vous plaidez pour un client et puis ensuite c'est terminé. Ça ne va pas rester dans les mémoires, tandis que l'écriture, ça peut rester, et ça forme l'imaginaire, c'est ça qui est important. Ouais. À quel défi l'Algérie d'aujourd'hui est-elle confrontée? La culture, oui. Au cœur de tout, la culture, d'abord. Oui. Oui, l'éducation, je dirais plus précisément, l'éducation. Système éducatif. Je crois que c'est ça, le plus grand défi, c'est l'éducation. C'est pas, ça se mesure pas au nombre d'écoles, au nombre d'universités, au nombre de lycées. Ça se mesure au contenu de l'enseignement. Parce que si on veut protéger, préserver les générations futures, on a déjà beaucoup souffert. Alors il est temps de faire une halte. Oui. Je pense qu'il est réellement, je suis vraiment de l'avis de Madame. Parce que le système éducatif, avec tous ses acteurs, devrait aussi s'ouvrir et aller de l'avant afin de ne pas rester dans ce stéréotype de l'arabisation. Enfin, plus on est polyglotte, mieux c'est, plus on apprend, mieux c'est, plus on ouvre sur des cultures, plus on a un esprit analytique, mieux c'est. Mais je vais dire que l'université elle-même devrait elle-même s'ouvrir aussi. Il faut casser les chaînes qui sont en train de l'entourer parce que... Vous parlez en général ou l'université qui n'est pas loin d'ici? Non. Je parle en général. Ah oui. Je parle en général. Il y a au moins 3 défis pour l'Algérie. Si vous permettez, sur l'éducation, je pense que c'est quand même un des rares pays arabes où on envoie des gendarmes lorsqu'on n'envoie pas sa fille à l'école. Les gendarmes peuvent venir au village pour vous dire pourquoi vous n'envoyez pas votre village, fille. Pas seulement la ville. En village. C'est pas au point de vue quantitatif. Attendez. Non, mais et puis, bien. Il y a quand même eu une déculturation profonde, puisque l'arabe était enseigné de manière massive en 1830 dans les zaouïas et dans les écoles, les universités, et il a fallu transformer tout le système éducatif vers l'arabe. Par les religieux. Et est-ce qu'il faut revenir à l'enseignement religieux? Non, pas religieux, pas religieux, pas forcément. À l'époque, c'était imbriqué, mais aujourd'hui, évidemment, l'Algérie est complètement inscrite dans des valeurs républicaines, profondément inscrite dans des valeurs républicaines. Les années 90 ont montré que l'Algérie était attachée aux valeurs républicaines. Elle a été sauvée par les valeurs républicaines du désastre. Ça veut dire, il faut préciser. Ça veut dire que la liberté, l'égalité, etc., les grands principes de la République, de l'état de droit, etc., sont des objectifs qui ont sauvé de l'intégrisme, de l'obscurantisme. Oui, qui ne gagne pas tout doucement ou qui pas d'avancer un petit pas. Non, il s'est recroquevillé dans une... On a été à la confrontation, on sait ce que c'est, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas encore été à la confrontation. Je ne dis pas encore. Parce que vous craignez qu'il y en ait une? Moi, je pense qu'elle est inévitable dans les pays musulmans. L'Algérie a franchi ce cap. Si elle sait élaborer effectivement, maintenant que nous avons passé 50 ans et que nous avons récupéré la langue normalement, c'est tout à fait normal, élaborer une stratégie pour une culture nationale développée, dans un cadre d'un état de droit, je pense que... Vous êtes pessimiste pour les autres. Mais à son arrivée au pouvoir, le président Bouteflika avait pris une décision qui était courageuse, mais qui a été très controversée à l'époque, la concorde civile. Oui. Ceux qui n'avaient pas de sang sur les mains, ceux qui n'avaient pas tué, avaient la chance de pouvoir réintégrer leur village, leur ville, leur communauté. Est-ce que ça a donné des résultats? Moi, je dis oui. Je dis oui parce que c'est parce que la confrontation a eu lieu que cela est devenu possible. Il fallait sortir du cycle de la violence meurtrière qui a fait, on l'a répété, 150 à 200 000 morts entre Algériens. Mais est-ce qu'il reste des noyaux actifs d'un terrorisme qui ressemble peut-être, ou qui a ressemblé il n'y a pas longtemps encore à du banditisme, parce qu'il y a ici encore des attentats.
Oui, bien sûr, il y a encore des petits reliquats, mais comme vous dites, je pense, à mon avis, hein, mais je ne suis pas dans le secret des services de sécurité, mais il me semble que le banditisme a pris le pas sur, et le débat sur et le religieux existe. Oui, il existe, bien sûr. L'instabilité et le désordre de la Libye ont provoqué une circulation dangereuse d'armes dans le Sahel, dans des pays de l'Afrique comme le Mali, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à régler dans ces pays de la région et avec l'aide peut-être à la fois de l'Europe, de différents pays européens et l'Algérie qui s'y coltine, ces problèmes de risque de développement du terrorisme? Oui, on a pu craindre le pire lorsqu'il y a eu cette évasion des armes, cet arsenal qui s'est propagé un peu partout, mais il y a eu aussi les arsenaux des anciennes armées rouges qui se sont éparpillés un peu partout, qui sont arrivés jusqu'ici. Et donc l'Algérie a quand même réussi à surmonter cela. Il y a des marchés d'armes aux frontières qui sont redoutables, peut-être, mais je pense que la qualité du débat aujourd'hui en Algérie, la capacité de débat, disons, la capacité de débat, et les fruits de cette possibilité que nous avons à l'université, par exemple, de parler avec des gens qui sont des islamistes ou qui sont des musulmans plus convaincus peut-être que d'autres, etc. Cette capacité, je pense que c'est dû au fait que nous avons franchi Est-ce qu'on n'a un pas une palier. vision optimiste pour l'Algérie et pessimiste pour les voisins? Hein? Par chauvinisme. Regardez, la Libye est au point de départ de cette confrontation de l'islamisme. On a bien vu, au bout du compte, que le problème était parce que... Moi, je suis pas d'accord, là, hein. Il existait, il a toujours existé, il était rampant. Vous savez, c'est pas propre à un pays ou à un autre. C'est une nébuleuse qui va de l'Atlantique à l'Afghanistan. Bon, la phase de confrontation. D'accord, mais ils étaient en veilleuse, c'est tout. Ils étaient en veilleuse. Benghazi a eu souvent des soulèvements islamistes de type. Tout simplement. Il y a quelques jours, Abdelaziz Bouteflika a déclaré que, je vais le citer, construire le Maghreb à l'ère des ensembles régionaux et internationaux est un impératif pressant et vital. Et Mohamed VI a répondu très vite, et c'est très important pour la région, il a appelé à un Maghreb qui passe par-dessus les antagonismes stériles. Est-ce que ça veut dire que quelque chose entre le Maroc, l'Algérie et peut-être la Tunisie est en train de bouger? Absolument. De toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est vital maintenant. Il faut unir ce Maghreb qu'on appelle de nos voeux depuis 60 ans presque. On a perdu énormément de temps. Et puis maintenant, on peut pas faire autrement. Je crois que c'est. Il y a même un sommet qui, d'après ce que je lis, est prévu et qui est dans l'air. Et vous estimez que ce serait quelque chose de positif? Écoutez, je pense que moi qui ai travaillé entre l'Europe et le sud de la Méditerranée, l'Algérie, où je suis ancré dans mon histoire et tout ça, je pense que l'Europe s'est construite non pas sur la confrontation, mais sur une logique économique. Et nous, on est parti sur la logique... les guerres en Europe. Non, après les guerres. C'est l'acier et le charbon qui ont fait l'union. Comment il s'appelle? Amin Maalouf parlait d'identité meurtrière. Moi, je crois que ce sont les idéologies meurtrières. Il faut revenir peut-être à des notions par exemple, plus... je me sens maghrébine avant d'être algérienne. Je suis algérienne, mais je suis maghrébine. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les Tunisiens, les Marocains et les Algériens. Émigrés en France, ils se revendiquent maghrébins avant. Alors, je pense qu'un défi vous parliez tout à l'heure de la culture, je dirais un défi, c'est aussi celui de l'identité. Parce qu'en fait, moi je découvre, je suis là depuis peu de temps, que l'identité algérienne ou l'identité d'un Algérien, d'une Algérienne, elle est vraiment plurielle. Et souvent, elle est pensée en des termes exclusifs l'un de l'autre, avec une concurrence linguistique, avec régionale, etc. Et en fait, je pense que moi, je reçois des étudiants au centre d'études et parfois certains s'excusent bon, les sciences humaines sont enseignées en langue arabe, notre fond est en langue arabe et en langue française, et ils s'excusent parfois de ne pas maîtriser la langue française comme ils le souhaiteraient. Moi, je leur dis, mais voilà, si je pouvais parler la langue arabe comme vous parlez la langue française, c'est-à-dire que d'inclure plutôt et de construire son identité à partir de choses plurielles, quoi. On dit toujours que les Algériens sont à la recherche de leur identité. En fait, ils ne sont pas à la recherche, ils ont besoin de dire cette identité. C'est tout. C'est pas ces identités. Lorsqu'on a fait le donc il y a festival... une telle ignorance de leur histoire
d'où Izuran. J'ai voulu le raconter. Oui, Pourquoi? Parce que une fois que beaucoup de gens qui ont lu cette trilogie et qui me disaient avoir été ignorants de tas de périodes vécues par le Maghreb et l'Algérie en particulier, ils me disent, et c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, ils me disent maintenant je suis réconciliée avec moi-même parce que je sais d'où je viens, je sais vous n'enseignez pas, vous n'écrivez pas sur l'histoire comme un élément de confrontation avec la France ou l'Europe. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Vous deviez être une avocate redoutable. Qui vous avez défendu comme ça Qui vous défendiez Des tas de gens. Mais quoi? Des milieux d'affaires, des politiques, au tout venant. Les blessés de la vie. Oui, les blessés de la vie, oui. L'islam, c'est la religion de l'État ici. Il y a 98% des Algériens qui pratiquent l'islam, naturellement. Oui. Qu'est-ce qui reste comme chrétiens et catholiques qui étaient au début du siècle 1 million? Qu'est-ce qu'il y a comme catholique aujourd'hui? Alors, il y a l'Église qui est restée après 62. C'était surtout fait de religieux, de religieuses, missionnaires qui étaient là, qui ont choisi de rester, parce que tous les chrétiens sont partis, et la plupart des prêtres de communauté sont partis aussi. Aujourd'hui, il y a les étudiants subsahariens, qui sont assez nombreux, qui sont même très nombreux, qui font vraiment le gros de la communauté catholique. Il y a quelques expatriés, il y a une petite poignée d'Algériens qui ont fait le choix du christianisme. Et voilà, donc c'est très modeste, c'est vraiment extrêmement et parmi les catholiques qui restent là, et puis peut-être même les Algériens, est-ce que les laïcs restent forts? En sourdine. Je crois. Je crois. Vous voulez dire que maintenant c'est à leur tour d'agir en sourdine, hein? Oui, c'est vrai. Il faut les défendre. Mais les femmes sont là pour les défendre. Oui, je suis musulmane, mais je m'inquiète beaucoup pour mon pays parce qu'il était en train de devenir un pays de bigots. Donc c'est pas la religion. C'est s'attacher à un culte, le triturer, mal l'interpréter, des interprétations parfois absurdes, au-delà du bon sens. Et les gens s'accrochent par ignorance. Les bigots, c'est le conformisme, ça. Pardon? Les bigots, la bigoterie, c'est le conformisme, et vous avez peur qu'il se développe. Mais il est déjà très présent, très présent. Les gens sont... Mais les femmes se montrent déterminées à défendre leurs droits. Pas tout le temps, hein. Ah bon? Non, ça c'est pas vrai, parce que les femmes sont... C'est Maïs Abbé qui me disait qu'il y avait, en réalité, en Algérie, comme peut-être dans différents pays du Maghreb, et peut-être d'ailleurs, du Proche-Orient, un conflit de femmes contre femmes. Oui, je suis d'accord avec elle, parce que beaucoup de femmes, je ne sais pas, peut-être pour se donner de l'importance ou un truc comme ça, elles font tête baissée et elles acceptent tout ce qu'on leur dit sans réfléchir, voilà. Vous avez créé une église de la rencontre, de dialogue. Comment ça fonctionne? Et avec qui? Le centre d'études a été très actif dans le dialogue islamo-chrétien dans les années après le Concile Vatican II, qui a vraiment donné qui a vraiment axé sur la rencontre des religions. Aujourd'hui, c'est moins vrai, malheureusement, parce que voilà, il se trouve que à la fois dans le catholicisme, à la fois dans l'islam aussi, il y a des mouvements plutôt identitaires et plutôt de retour à une identité originelle. Alors c'est moins actif aujourd'hui. Moi, je veux vraiment essayer de jeter des ponts avec... voilà, enfin, moi, je rencontre des Algériens qui sont laïcs, des Algériens qui sont mystiques, des Algériens qui sont musulmans dans le cadre un peu plutôt légal du sunnisme. Et le tout, c'est qu'ils dialoguent entre eux aussi, c'est très important. On voit bien que le dialogue entre l'islam et l'Église, ou les chrétiens, est en panne en ce moment. Et pas seulement ici, de manière générale. Est-ce que l'Église a pas sa part de responsabilité? Je pense qu'on a beaucoup donné, pour le dialogue. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun revient un peu chez soi, se dit bon, où est-ce qu'on va plus loin? C'est-à-dire, c'est pas non plus le syncrétisme. On va pas créer une religion mondiale qui va rassembler. Il y a des points sur lesquels il y a un dialogue possible, mais il y a des différences qui sont irréductibles. Je dirais, pour ma part, c'est de connaître l'autre,
et de le respecter dans sa profonde différence. Tout simplement. Dans sa profonde On a différence. connu des périodes où les trois religions monothéistes cohabitaient Oui, sans tout à fait, problème. Tout à fait. Et puis je trouve que Et puis c'est jamais le problème religieux qui fait... Tariq Ben Chemam. Je vais vite parce que je sais que vous devez aller rejoindre vos balades et que vous devez laisser la place à Hamid tout à l'heure qui va nous parler de son livre sur Camus. Je disais tout à l'heure que vous suivez des cours à l'Institut français d'Alger. Il y a l'Institut français ou les Instituts français d'Algérie à Tlemcen, Tizi Ouzou en Kabylie, à Oran, à Constantine. Et je vous ai vu hier à Alger, le magnifique centre culturel dans un décor. On a l'impression de se trouver d'abord à Alger ou à Naples et peut-être parfois au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et je vous ai vu, j'étais avec l'ambassadeur de France, Xavier Dancourt, dont l'équipe est extrêmement dynamique pour tous les problèmes de culture. Est-ce que les étudiants viennent suivre les mêmes cours que vous? Parce que ce qui m'a frappé, c'est que vous étiez là de tous âges et apparemment de tous milieux. Tout à fait. Par exemple, dans ma classe, il y a plusieurs âges, et les gens sont de différents âges et différents niveaux. Il y a ceux qui viennent pour le fameux examen, le DALF, c'est un diplôme qui leur permet d'avoir un niveau français appréciable, qui leur permettra d'ouvrir les portes de certaines universités pour leur inscription. Il y a d'autres qui viennent pour parfaire leur français, et il y a d'autres qui viennent pour, c'est un peu mon cas, de m'ouvrir un peu la culture française. Mais ce n'est pas pour obtenir les possibilités, les autorisations d'aller en France après? Ben non, on nous a bien fait expliquer et comprendre que le DALF ou le DELF en lui-même n'ouvrait pas... Le DELF, c'est un diplôme approfondi de la langue française. D'accord. Cela ne permet pas une inscription au niveau d'une université. Vous m'avez dit que vous soignez les anciens combattants. Lesquels? Alors, ça c'est... Alors, les anciens combattants, ce sont tous les Algériens qui ont combattu sous le drapeau français. Donc, c'est un service des anciens combattants qui est ouvert depuis les années 60. Il a dû fermer ses portes depuis les années 93, quand il y a eu les mouvements en Algérie. La réouverture de ce service a été imminente en 2008. Donc, moi, je m'occupe de tous les Algériens qui ont combattu sous le drapeau français. Les engagés, les appelés. Donc, nous avons ceux de la Deuxième Guerre mondiale, surtout. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, il y a des survivants. Et l'Indochine. L'Indochine. Il y a encore des survivants. Il y a toujours des survivants. Je m'occupe des invalides et de guerre. Donc, comment ils sont considérés dans le pays, dans leur pays? Ils ont été assez souvent stigmatisés dans les premiers temps. Enfin, harkis, anciens combattants, ils ont été stigmatisés à un certain moment. Mais je pense que l'évolution de l'histoire a fait que les gens ont un autre regard sur ces gens-là. Et donc, l'image change. Est-ce qu'il y a plus de considération à leur égard? Il y a plus de considération, il y a un meilleur regard. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là étaient les précurseurs de la Révolution aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il y a deux films de Rachid Bouchareb, Indigène et Hors-la-Loi, qui ont fait beaucoup pour l'image de ces anciens combattants, parce qu'il a montré que ce sont des gens qui combattaient pour la liberté de la France, en attendant qu'ils aient leur liberté, mais qu'ils étaient en attente de récupérer leur liberté. Et cela a redonné un sens à cette... Retrouver leur liberté avec la France, comme l'ont souhaité beaucoup, et pas contre elle, mais ça s'est terminé. Il faut l'obtenir en l'arrachant contre la France. Et est-ce que la langue française, pour vous, est un pont entre les deux cultures? Réellement, moi je suis un peu dans le cœur de l'histoire. Est-ce qu'elle vous sort d'un certain isolement? Réellement, les personnes que je reçois, je suis, si vous voulez, au milieu de l'histoire. Hein. J'ai cette chance d'être avec des gens qui font le cordon ombilical un peu entre l'Algérie et la France. Et pour moi, la langue française ne peut être qu'un pont entre les deux rives. Et ces gens-là représentent aussi un pont qui est appréciable. Hein. Et l'histoire mérite d'être écrite. Merci d'être venu. Vous allez retrouver ce que vous devez soigner, Tariq Ben Chemam. Et je vais accueillir, il va s'installer, Hamid Green. Au passage, je vais en profiter pour dire que en 2013, Marseille va devenir la capitale européenne de la culture. Tous les services de l'ambassade de France, les Algériens, les autorités, mais en même temps les artistes, les créateurs, sont apparemment, d'après ce qu'on m'a dit en quelques jours, mobilisés pour le succès de ce pont entre les deux rives de la Méditerranée, entre deux villes jumelles, Alger et Marseille. Dommage qu'il n'y ait pas Oran. Mais en Algérie,
Mais Marseille, ça a une histoire particulière. On me raconte partout que vous avez 48 wilayas en Algérie, c'est-à-dire 48 régions. Et on dit que Marseille, c'est la 49e wilaya. Bon, l'Algérie, on dit quelques mots sur ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a de l'espace et des ressources. Des ressources, du gaz, avec l'atout du pétrole, dont le prix grimpe partout. Est-ce qu'il est vrai qu'à Alger, dites-moi, ou peut-être à Oran, une bouteille d'eau minérale vaut plus cher qu'un litre d'essence? Oui, oui, légèrement. Légèrement. Hein? Surtout si elle est pétillante. Ah oui, oui. Et c'est vrai, bon, mais... Vous le dites timidement, comme si... Mais non, oui, parce que vous faites des envieux. L'essence n'est pas chère. Quelqu'un m'a dit qu'il avait fait un plein d'essence pour 5 €. Mais je ne devrais pas le dire parce que je rendrais malade oui, tous les jaloux. 7 €, oui. Le FMI mis sur une croissance de 3,1 de l'Algérie en 2012, elle était de 2,5 en 2011, avec un déficit de 6% et un excédent commercial. Dans 40 ans, pour dire aux Français, dans 40 ans, les Algériens seront aussi nombreux que les Français d'aujourd'hui. Et 60%, Fatima Bahaï, seront des femmes. C'est une bonne nouvelle. Ben oui, enfin, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Qu'est-ce qui manque à l'Algérie? Puisque 60% de cette population. Non. Si, alors, travailler. Oui. C'est-à-dire du travail. Ou c'est-à-dire quand ils y travaillent, ils ne travaillent pas. Je voudrais leur inculquer le sens du travail bien fait. Voilà. Ça nous manque. Et quant au pétrole, là, qui nous permet justement de payer plus cher une bouteille d'eau minérale qu'un litre d'essence, normalement, ça, à mon avis, je ne suis pas économiste, mais en bonne mère de famille, les revenus du pétrole, ça devrait être le dessert. Et les Algériens devraient s'occuper de se nourrir et de se vêtir par eux-mêmes d'abord. Ouais. Voilà. Avec un plus grand sens de la justice. Oui, absolument. M. Bouteflika a proposé ou promis des réformes quand le vent a soufflé dans différents pays qui étaient dans l'euphorie du printemps arabe, pourvu qu'il ne se transforme pas en hiver successif arabe. Bon, mais c'est vrai que pour les révolutions, il faut du temps. Nous, la Révolution française, elle a mis 100 ans. Mais là, l'histoire va beaucoup plus vite. Vous avez des élections le 10 mai, auxquelles participent à peu près tous les partis. Ils sont autorisés. Il y aura un contrôle même d'observateurs internationaux voulus par le gouvernement d'Alger. Pour parler de ce prix de l'essence et du travail, moi je suis pour la vérité des prix parce que c'est une... Les prix, on a peur d'augmenter l'essence et le gaz parce qu'on a peur des répercussions sur les prix des autres denrées. Et en fait, les autres denrées ont augmenté sans attendre cela. Alors autant qu'on paye le vrai prix et que ça mettra les gens au travail. Alors le métro est géré par la RATP, l'eau à Alger par Suez, les tramways d'Oran et d'Alger et Constantine sont livrés cette année par Alstom, si je ne me suis pas trompé, voilà. Et qu'il y a 450 entreprises françaises qui sont là. La coopération va bien. Et voilà, la coopération, elle va bien. Je vois que Jean-Pierre Raffarin fait ce qu'il peut en venant en permanence comme une sorte de missionnaire en Algérie et en Chine. Il en faudrait d'autres, il faut que ça bouge. Et en reconnaissant que les Algériens veulent rester majoritaires quand ils passent des accords. Et là, ils n'ont pas tort. Ils font comme les Chinois, etc. Mais c'est des coopérations d'avenir et qu'il faut encourager. Je sais que beaucoup les encouragent. Je le dis et je donne toutes ces indications sur l'économie, etc., pour montrer ce qu'est l'Algérie, avec sa jeunesse, ses forces, ses injustices, ses perspectives et ses chances. Mais le grand développement de l'Algérie aujourd'hui est sur les moyens de communication, parce que c'est la condition sine qua non pour passer à des échanges et à une économie beaucoup plus stable. Et là, les autoroutes, le train, tout cela, il y a un travail formidable qui est fait. Il faut le reconnaître. Ces 10 dernières années, un travail. Alors, qu'est-ce qu'on pense, Armid Green? Il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que vous avez entendu, c'était ainsi un petit fauteuil de l'autre côté. Que du bien. Il y a quelques petits éléments avec lesquels je ne suis pas d'accord, notamment la vérité des prix. L'un des problèmes du métro d'Alger, c'est justement que le peuple, parce que ceux qui prennent le métro d'Alger ne sont pas les gros salaires, trouvent que le métro d'Alger est cher, alors qu'il est à peine à 50 dinars. En euros, 50 dinars, c'est 0,05 euros. Et les gens ne le prennent pas. L'autre problème, l'autre contrainte du métro d'Alger, c'est qu'il n'est pas très long. Il dessert juste, je pense, 12 stations. 10 ou 12 stations. C'est vrai qu'il a fallu des années avant de le construire. Oui. Mais vous voyez, je disais tout à l'heure que les Algériens sont comme les Français.
vous venez d'avoir un métro, vous l'avez attendu, il est bien, il commence à fonctionner et vous respectez. Oui. Nous sommes des... à l'heure, oui. Nous avons des points communs, n'est-ce pas, mon père? Alors, Mais c'est Armide, une bonne chose de Bah râler ouais, tout le mais temps. oui. Pour aller de l'avant, il faut râler. il faut râler. Si on applaudit, oui, oui. Vous venez de publier aux éditions Après la Lune. Après la Lune, Camus dans Le Narguilé, c'est un roman. Et j'ai constaté, l'autre jour en me promenant à la FNAC à Paris, il y avait ce livre. Et je voulais en chercher l'auteur. Comment vous expliquez que vous attiriez autant de lecteurs français? Moi, je pense que je suis né sous une bonne étoile, tout simplement. Déjà, le livre est sorti en Algérie sous le titre de Un parfum d'absinthe. Il s'est vendu à 4000 exemplaires, ce qui n'est pas mal. En Algérie, c'est, je dirais, un best-seller, alors que les tirages moyens sont 2000 exemplaires. Et puis, il est sorti en France et petit à petit, il a commencé à marcher grâce aux blogs. Il y a quelques blogs de Français qui l'ont poussé. Et Après la Lune, c'est une maison d'édition française. Française, une petite maison d'édition française. Alors, le héros Nabil découvre le jour des obsèques de son père que ce n'est pas son père. Et que son vrai père, c'est... Albert Camus. Oui. L'histoire Ça, c'est est- vraiment le roman. Oui, l'histoire est assez cocasse. Disons que, comme beaucoup d'Algériens, le problème de Nabil, c'est qu'il ne communiquait pas avec son père. Il communiquait plus avec sa mère qu'avec son père. Et puis, brimé par son père qui brimait, qui martyrisait sa mère, et voilà son père qui meurt. Et le jour donc des troisième jour des obsèques, son oncle, qui avait des vues sur l'héritage, n'est-ce pas Fatima, dans le droit musulman, la fille, je pense, hérite du 8e ou du quart, l'héritage, n'est-ce pas? Dans le droit musulman, elle n'hérite pas la moitié. Elle hérite la moitié de la part de Voilà, son père. voilà, la moitié de son. Et donc, son oncle a fait un calcul très simple. Il a dit, je vais discréditer le fils, à moi, donc l'héritage que je vais partager avec la seule fille qu'a mon... Mais au-delà de l'histoire d'argent, Oui. ce qui me frappe dans la littérature algérienne, c'est la présence du père, ou plutôt l'absence du père. Parce qu'il ne communique pas, le père ne communique pas, c'est la mère qui... Moi j'ai toujours Mais dit... est-ce qu'il est là, le père? Ou Oui, est-ce qu'il a été là? il- Ou est-ce il qu'il est- n'était pas de l'autre côté de la Méditerranée? Non, absent-présent. Au présent, absent. Moi j'ai toujours dit que l'Algérien est d'abord le fils d'une femme. C'est elle qui le façonne, c'est elle qui l'aide à grandir. Le père est toujours mutique. Moi, dans tous mes romans, Monsieur Jean-Pierre Alcabache, les pères sont mutiques, ils ne parlent pas. Et mon père, moi-même, a toujours établi une grande distance entre moi et lui. En revanche, ma mère qui Vous était... vous vengez par l'écriture, vous? D'une certaine manière, oui. Oui, et alors? Et alors voilà, le résultat est là, dans Camus dans le narguilé. Et donc il découvre le Et narrateur. pourquoi vous êtes allé chercher Camus, qui est l'homme de la tolérance, de l'ouverture, du dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, comme si il fallait un peu l'écarter ou lui tirer les oreilles? Non, du tout. Là où il est. Parce que mon personnage habitait Bellecour, le quartier de Camus. Et donc, le troisième jour des obsèques de son père, son oncle lui dit, tu es le fils de notre voisin adultérin qui t'a conçu avec une femme de la grande bourgeoisie conservatrice algérienne. Et donc, mon personnage part à la recherche de Camus. Voilà donc l'histoire. Mais de roman en roman, on en parlait avec Anne-Marie Moreau, vous dénoncez, c'est un peu de la satire sociale, hein? C'est exactement ça. Oui, je dénonce les travers de la société algérienne. Par Un certain exemple, nombre de allez, travers. par exemple. Par exemple, moi je vais vous dire, avant 90, avant donc le grand clash, le grand buzz, si j'ose appeler ainsi ce qui s'est passé, Le les buzz Algériens- sanglant, hein? sanglant. Les Algériens étaient beaucoup plus civilisés. Ce n'est pas Ahmed ni Fatima qui vont me démentir. Ils étaient urbains, civilisés, il y avait du civisme. Et, les Est-ce que rapports- c'est de leur faute? Il y a la folie meurtrière du terrorisme? Après 10 années, on est arrivé à une situation parfois de relations heurtées, pour ne pas dire autre chose. Il y a moins de civisme chez les jeunes Algériens. Je ne dis pas la majorité, mais il y a une minorité qui est moins civique que celle qui était. Mais, vous êtes un pessimiste grognon, non, par tempérament? Non, enfin, du tout. Je suis pas d'accord. J'ai le pessimisme de l'intelligence et la volonté, et l'optimisme de la volonté. Ce qu'a dit Gramsci, plus ou moins. Moi, je crois que c'est l'émergence d'une classe moyenne comme cela, de petite classe moyenne et de basse couche de la population vers la richesse, vers la voiture, etc., qui a fait apparaître peut-être cet aspect. Mais moi qui enseigne à l'université, j'ai vu défiler des générations, et je trouve que les générations d'aujourd'hui sont infiniment plus polissées, plus raffinées que ce qu'on avait avant. Vous êtes un très très grand spécialiste du cinéma, très grand. Vous avez fait des émissions à la télé. Non, je suis sérieux. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus de salles de cinéma? Il y a des auteurs, il y a des scénaristes. Hein? Oui, c'est J'entends le soupir. mon drame, parce que moi j'ai été l'enfant
d'une Algérie qui avait 420 salles et de la cinémathèque avec plusieurs salles. Et aujourd'hui, on a très peu de salles et c'est un cinéma qui est amputé de son public. Amputé de son public. Mais il y a des cinéastes, il y a des cinéastes qui sont également orphelins de leur public. Il y a des scénaristes, quelques-uns, mais on ne peut pas construire durablement sans le public. Qu'est-ce qu'ils auraient à dire, les cinéastes, sur l'Algérie d'aujourd'hui? Tout. Il y a tellement de choses à dire que... Il y a de très beaux films, il y a des gens qui racontent des choses magnifiques. Oui. Il y a des choses magnifiques dans le nombre. Ils pourraient déployer aussi surtout leur sens de l'humour. Les Algériens ont un très grand sens de l'humour et de la dérision. Et je pense que ça apporterait beaucoup aux spectateurs parce que ça leur permettrait de souffler et puis aussi de se retrouver, en fait. Les Algériens, à mon avis, ils ont besoin qu'on parle d'eux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui regardent? Au Maghreb qui regarde, la bibliothèque Médicis, on me le dit, mais aux Français, à l'occasion de ces 50e anniversaire des accords d'Évian et de l'indépendance de votre pays. Nous ne sommes pas ce que nous paraissons. Nous ne sommes pas ce que nous paraissons être. Alors, voilà. Et alors, s'il devait y avoir harmonie entre ce que vous paraissez être et ce que vous êtes? Eh bien, on gagnerait, tout le monde gagnerait à mieux nous connaître, parce que franchement, nous sommes un peuple très intéressant, il me semble. Connaissez-nous. Oui, connaissez-nous. Oui. Venez, écoutez-nous, écoutez-nous, lisez-nous. Je pense qu'on souhaiterait que les Français connaissent au moins la moitié de ce que nous connaissons sur eux. Sur eux, oui. Oui. Ça serait déjà une étape. Par exemple, dernièrement, une petite anecdote, en France, quelqu'un m'a dit vous avez des routes? Non. Ah oui. C'est authentique. Ouais. Mais en même temps, il faut faire l'effort de connaître, sans caricaturer, ce qu'est la France, ce qu'elle devient, et comment elle construit son avenir aussi. Oui, oui, oui. Et pour vous, l'Algérie, c'est un choix personnel? Moi, j'y étais envoyé en Algérie. C'est pas un choix personnel, mais j'apprends à l'aimer. Et c'est un pays qui est difficile à aimer, je le reconnais vraiment, parce que il y a une certaine dureté, il y a une certaine une austérité. C'était Jules Roy qui disait l'Algérie est un poison qui fonctionne lentement. Et je pense qu'il faut du temps et il faut être fidèle en fait. Il y a 2 livres qui viennent sortir, il y a beaucoup de livres à Paris. On en reparlera dans une émission Bibliothèque Médicis en traitant du sujet de manière un peu brutale parfois, parce qu'il y a des sujets durs. Éric Sarner, Un voyage en Algérie, au pluriel avec une S, chez Plon, et France-Algérie, le grand malentendu, l'archipel de Jean-Louis Levé et Mourad Preuré. L'Algérie est peut-être un des moteurs de la future région euro-méditerranéenne, ça c'est sûr. Hein? Certainement même. Avec la France. J'ai retrouvé avec Anne-Marie Moreau une phrase magnifique du spécialiste du monde arabe qui est universellement connu, Jacques Berck. Oui. Hein, Jacques Berck. Et il disait « On ne s'est pas entrelacé pendant tant d'années sans que cela descende très profondément dans les âmes et dans les corps. On s'est entrelacé. » Et c'est pourquoi, à l'aube du 50e anniversaire et des accords d'Évian et de l'indépendance, est-ce que c'est une utopie de réaliser enfin le rêve d'un avenir fraternel entre ces deux pays? Non, ce n'est pas du tout une utopie. Pas du tout, ça a commencé déjà. À mon avis, ça a déjà commencé parce que les personnes qui ont vécu des drames qui les ont touchés personnellement, ces personnes ont pris de l'âge. Il y a de nouvelles générations et les nouvelles générations n'ont pas, comme nous, le même regard sur la France. Moi, je pense qu'il y a simplement de temps en temps des crispations politiques passionnelles. Oui. Mais les deux peuples s'entendent très très bien. Les Algériens connaissent très bien la France, ils aiment beaucoup la France. Les Français connaissent moins l'Algérie, mais dès qu'ils viennent ici, ils commencent à aimer passionnément l'Algérie. Oui. Il n'y a pas de problème entre les peuples. Mais en tout cas, ce sont 2 peuples ou 2 pays qui sont farouches, passionnés, prompts à s'enflammer, proches, et je me dirais s'y attacher l'un à l'autre. Oui. Les Algériens sont jaloux de leur liberté, mais quand vous regardez les chiffres, par exemple, de la presse quotidienne, elle tire 1 300 000 exemplaires jour en français. Sur les 4 millions... Et c'est une presse très vivante, très dynamique. Et ça représente tout le tirage. Ça représente en français tout le tirage de la Tunisie et du Maroc réunis en arabe et en français. Voilà. Eh bien, et ça, c'est une réalité. Ce sont des chiffres qui montrent bien qu'il n'y a pas de négation de l'autre. Voilà. Et c'est à la fois de l'intérêt bien compris et peut-être une nécessité pour le futur. Bibliothèque Médicis, cette émission, vous voulez l'exprimer avec Anne-Marie Moreau, Anna Markovitch, Philippe Lallemand et toute son équipe. Et puis je voudrais dire merci à la télévision publique algérienne qui nous a parfaitement assistés au musée où nous sommes, au musée
des Beaux-Arts d'Alger grâce à Madame Orfali. Surtout, merci à elle. Elle nous a offert son hospitalité merveilleuse. Merci à vous tous. Merci. Merci Alger. Merci Oran. À bientôt à Oran. Merci. À bientôt à Paris.